Salut à toi et bienvenue chez Gérard, le podcast qui t'apprend comment gérer l'art de faire de l'art. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous recevons l'artiste Clément Mancini. Salut à toi Clément. Salut. Écoute, je suis content de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans Gérard. Est-ce que tu pourrais simplement te présenter en quelques mots? Ouais, alors du coup, je m'appelle, Clément Mancini. Actuellement, je vis et je travaille à Paris, et donc je suis, artiste, peintre. Voilà, donc je fais essentiellement de la peinture, un petit peu de sculpture, voilà, tout doucement là et voilà, ça fait maintenant 5 ans que je suis à Paris et que je développe mon projet artistique. Super. Et ben, est-ce que tu peux nous parler maintenant un peu de ton parcours? Comment est-ce que tu as commencé à faire de l'art ou qu'est-ce qui t'a attiré dans ces domaines-là et pas un autre? Alors moi, du coup, depuis tout petit, tout gamin, j'aime le dessin, en fait. J'ai toujours été attiré par l'illustration, tu vois? Je recopiais les DBZ à l'époque, enfin, tu vois? J'ai toujours aimé dessiner, quoi et du coup, je sais pas pourquoi, enfin, je sais pas d'où ça m'est venu parce que je viens pas d'une famille, où, enfin, tu vois? Mes parents sont pas du tout dans l'art, tu vois? Ma sœur était pas du tout dans l'art non plus, et du coup, je sais pas, j'ai toujours eu cette attirance et elle s'est développée, en fait, au fil des années et du coup, ben, voilà, après le collège, je me suis dit: «Qu'est-ce que tu as envie de faire?» et je me suis naturellement dirigé vers des filières un peu plus artistiques. Alors même si, ça a été, plus dirigé vers le graphisme à la base, donc j'ai fait une école de graphisme. Après ça a quand même suivi sur, une formation en art appliqué, enfin équivalent art appliqué, mais ça s'est arrêté là, en fait. Donc ça, ces études, elles m'ont permis de développer, en fait, une certaine culture visuelle, de savoir comment se construit un peu une image et du coup, c'était assez intéressant. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était, et ça, je m'en suis rendu compte, au fil des études, c'était vraiment l'art plastique, quoi. Donc la peinture, voilà, tout ce qui englobe, l'art plastique, quoi et moins le graphisme. D'accord, avec le temps, tu t'es, plus éloigné du graphisme? Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc le graphisme, c'était bien parce que du coup, ça restait dans quelque chose d'artistique, tu vois? Et puis en fait, moi, je viens de Lorraine à la base et bon, il y a pas énormément d'écoles, d'art, quoi. Donc je me suis orienté là-dedans, donc ça me plaisait, tu vois? Parce que ça reste, un milieu, ça reste proche de l'art, quoi. C'est un milieu créatif, donc c'était quand même cool en soi. Mais je sentais que, tu vois, je voulais m'orienter, parce qu'en parallèle de ça, j'ai aussi découvert le graffiti, donc ça m'a aussi ouvert pas mal de voix, tu vois? Sur le fait de, voilà, de manier aussi l'outil, de se confronter aussi, à des grands formats. Donc là, tu vois, à un mur, de comment gérer le mur, comment gérer l'espace, comment gérer la composition et donc en parallèle de ça, voilà, c'est vraiment le graffiti qui m'a ouvert un peu la voie de la peinture, quoi et là, je me suis dit: «OK, c'est vraiment ça que j'aime, quoi». C'est le fait d'aller peindre, vraiment. Donc j'ai fait pas mal de graffiti, en parallèle des études et ensuite pendant mes études de graphisme, c'est là que j'ai rencontré du coup, Antonin, donc quelqu'un avec qui on a monté, un premier projet artistique à 2 qui s'appelait donc THTF. Ouais, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce projet? Ouais, donc en fait du coup, donc moi, comme je t'ai dit, je suis de Lorraine, donc j'ai fait mes études là-bas. Antonin, lui, est de Lyon à la base. Il est monté faire ses études en Lorraine et c'est là qu'on s'est rencontrés. Donc moi, je faisais pas mal de graffiti, lui, il faisait pas mal, de collage d'affiches, en fait, de son côté et on a eu pas mal d'atomes crochus au niveau de nos goûts, tu vois? De ce qu'on aimait, des artistes, qu'on appréciait et du coup, on s'est tout de suite vachement bien entendus, sur le plan artistique, puis même, humainement, quoi et je sais pas, ça s'est fait très naturellement. On avait un peu les mêmes envies, on avait, ouais, on avait les mêmes envies, quoi et du coup, on a commencé à dessiner ensemble, au départ, assez simplement, quoi et ensuite on très naturellement, on a commencé à peindre des affiches et à aller les coller, donc dans les rues de c'était Metz à l'époque et voilà, donc en fait, on limite, on bossait plus, tu vois, après les cours, ou entre les cours sur notre projet, qu'on était, focus sur les cours, quoi, tu vois? Et donc du coup, voilà, on a commencé à pas mal coller et au début, on n'avait pas vraiment l'idée de faire un projet, tous les 2, tu vois? Donc on faisait vraiment juste ça pour se marrer
et on a vu que ça commençait à prendre un peu, tu vois? Que les gens, étaient intéressés par ce qu'on faisait. On s'est dit: «OK, bon, bah, il y a peut-être un truc à faire, en fait», tu vois? Et du coup, on a décidé de s'appeler THTF, donc c'est ce qui veut dire Two Hands, Ten Fingers, tout simplement, 2 mains, 10 doigts. Voilà, pour jouer un peu sur cette entité commune qu'on avait tous les 2, quoi. De dire, en fait, on se considérait comme, un artiste, plutôt que comme, 2 entités différentes, quoi. On se réunissait vraiment sous cette, identité THTF. Chacun avait sa main et ses 5 doigts du coup. Voilà, c'est ça. Utilise c'est pas du coup, c'est pas 4 mains et 20 doigts, mais Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, voilà, donc on a commencé à avoir un peu des contacts, tu vois? Je me rappelle à l'époque, il y avait une petite galerie, qui nous avait contactés, on s'est dit: «Bon, bah, c'est cool en fait», tu vois? Genre, ça peut donner quelque chose, tu vois? Et du coup, on a décidé en fait, après les études à Metz, donc on avait déjà été contactés du coup par une petite galerie. On avait été contactés pour participer à la nuit blanche là-bas, donc c'était quand même des tu vois, on avait pu faire des installs, donc on a pu un peu développer un peu plus notre projet quoi, au-delà que de juste coller des affiches, tu vois? Ça nous avait permis déjà d'investir un espace tel qu'une galerie, tu vois? Ça donne un peu une autre dimension à ton travail, donc on s'est dit: «C'est trop bien en fait». C'est vraiment ce qu'on recherchait, ce qu'on voulait. Même si à la base, c'était pas vraiment ça, mais on a vu que ça pouvait nous apporter ces choses et on s'est dit: «OK, let's go». Et donc après les études à Metz, on est parti à Lyon. Donc vu qu'Antonin, lui, était, donc pas de Lyon même à la base, il est de Valence, donc pas très loin. Il avait pas mal de potes là-bas et on avait déjà été là-bas, genre peut-être 1 ou 2 fois, il m'y avait emmené et moi j'avais vraiment kiffé la ville. Je trouvais qu'il y avait une bonne énergie là-bas. Déjà, il y avait beaucoup, beaucoup de graffitis, enfin, moi à l'époque, j'avais pris une petite claque avec les rues de Lyon qui étaient vraiment pas mal cartonné quoi. Je me rendais compte que ça se bougeait là-bas, tu vois? ouais, qui est une vraie scène sur Lyon de Ouais, graffiti, ouais. ouais, il y a une vraie grosse scène à Lyon et du coup, voilà, moi j'avais vraiment kiffé la ville et heu et du coup, je lui ai dit: «Bah ouais, let's go quoi. Vas-y, on part à Lyon». On savait pas trop où on allait, tu vois? Mais on s'est dit: «Bah, si on fait la même chose à Lyon, il y a pas de raison quoi». Tu vois? Il y a plus de monde, ça bouge un peu plus artistiquement, donc on s'est dit: «Vas-y, go, on la tente quoi». Mais tout s'est fait assez naturellement, en fait. On s'est pas vraiment posé de questions, on s'est dit: «Bah, en fait, c'est juste ce qu'on va faire, quoi», tu vois? Ouais. C'est bien des fois de pas se poser de questions, d'aller dans un projet comme ça et de voir après ce qu'il en devient. C'est ça, en fait, c'était vraiment naturel, en fait. Tu vois? Moi, je savais que je voulais, enfin, tu vois? OK, partir à Lyon, on va faire ça. On savait pas vraiment comment on allait gagner notre vie ou quoi, tu vois? Mais, on trouverait bien, quoi. Tu vois? Donc moi j'étais confiant. Après bon, ça a plus bloqué peut-être au niveau des parents qui disent: «OK, bon, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en fait?» Même si notre projet commençait à prendre un petit peu, tu vois? C'est pas forcément évident, mais en tout cas on a bien fait, je crois. Et du coup voilà, on a continué là-bas, donc le même process que ce qu'on faisait à Metz, hein. On a pas mal collé d'affiches, on faisait pas mal de peinture aussi par-ci par-là. En parallèle, on faisait aussi des sessions à Paris, histoire de voilà, d'avoir un peu plus de visibilité, quoi. C'était vraiment le jeu de se faire voir et puis on était un peu boulimique, de l'affiche, en fait, tu vois? Nous, c'était vraiment très simple, quoi. C'était de l'illustration en noir et blanc, juste de la ligne noire, et on enchaînait, quoi. Tu vois? On achetait du papier nappe blanc et on enchaînait, en fait. On enchaînait, puis, on se faisait des grosses sessions en collage. Et donc c'est parti de ça, en fait. C'est parti un peu du collage et après ça a dérivé sur des pratiques un peu plus, «galeries» entre guillemets, tu vois? Avec des projets un peu plus, développés, même si principalement notre activité elle était en atelier, quoi, tu vois? Bah oui, parce que du coup l'aspect street art, c'était le collage d'affiches et que le gros du travail était fait en atelier, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on s'est jamais considéré comme street artist, tu vois? On était juste peintres et on mettait nos trucs dans la rue, tu vois? Mais c'est vrai qu'on a toujours eu cet attrait plus pour l'atelier limite que vraiment pour la rue, tu vois? Ouais, ça se ressent, moi, dans les affiches que je me souviens, quand moi aussi je me baladais dans Lyon et que je voyais les affiches, ça avait vraiment un côté, voilà, on a fait quelque chose et on l'expose dans la rue. C'était vraiment du coup, la rue devenait pas forcément un lieu de travail, mais un lieu d'exposition, du coup. Ouais, c'était plus ça, quoi. C'était plus,
voilà, on aimait bien aussi adapter nos affiches par rapport au spot où on allait coller. Des fois, on se prenait la tête à prendre à prendre les mesures, tu vois, à faire des choses, bien pour que voilà, pour que ça ait cet aspect, ouais, plus, présentation d'un travail, mais venez voir ce qu'il y a derrière, quoi, tu vois? Genre, Ouais, bien sûr. que ça s'arrête pas juste, à de l'affiche collée sur un mur dans la rue. Parce que vraiment, on développait pas mal de choses, à côté, quoi, tu vois? Un petit peu de volume, des dessins, plus petits et tout. Et du coup, ben, à Lyon, ça a pris aussi, en fait. On s'est dit: «Bon, ben, c'est cool», tu vois? Donc on a pu faire plusieurs projets à Lyon, donc on a pu, exposer, dans quelques galeries. Et voilà, au fur et à mesure, on a eu des projets, avec des collaborations, des choses qui nous payaient un petit peu. Donc voilà, même si on roulait pas sur l'or, bien évidemment, mais ça nous permettait de développer ce projet et de continuer à faire ce qu'on aimait, quoi. Même si de temps en temps, évidemment, il fallait prendre des petits boulots, par-ci par-là. On arrivait quand même à en faire, on a réussi assez vite à en faire notre activité principale, mais on n'avait pas un niveau de vie, voilà, tu vois? Tout ce qu'on avait besoin, c'était un peu de peinture et voilà, quoi, tu vois? Payer notre loyer qui était vraiment pas cher du tout. On avait un petit appart à 2, c'était un peu notre atelier. Et du coup, voilà, on n'avait pas non plus, beaucoup de demandes, financières. Donc ça allait, on pouvait s'en sortir. Les débuts, c'est souvent comme ça, hein. Bah, le fait d'avoir commencé à 2 et de vous considérer non pas comme 2 artistes, mais comme, on va dire 2 parties d'un artiste, en quoi ça dans votre collaboration, ça a eu une influence, une incidence, peut-être même sur, les choix de spots ou bien les choix de ce que vous alliez dessiner ou peindre? Ouais, bah, alors ça, c'est assez particulier. C'est vrai que ça s'est fait quand on y pense, c'est un peu bizarre d'avoir exactement le même trait avec quelqu'un, et de dessiner parce qu'en fait, on dessinait vraiment de la même façon, quoi. C'est-à-dire que moi, si je faisais une affiche d'un côté, Antonin, s'il en faisait une de son côté, c'était THTF, en fait. C'était pas Antonin ou Clément. Donc nous, on le savait, mais c'est vrai que les gens arrivaient pas forcément à distinguer, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment naturellement, quoi. On s'est pas dit: «Allez, genre, on dessine ensemble, on fait la même chose, machin». C'est vraiment, on s'est jamais posé cette question-là, en fait. Ça s'est vraiment fait ultra naturellement. C'est pour ça que nous, en fait, on s'en rendait même pas vraiment compte, quoi, tu vois, à la base. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y avait un truc assez fort sur le fait de dire, bah, on n'est qu'une seule entité, on se considère pas comme 2 illustrateurs, mais il faut vraiment nous voir comme un seul et même artiste. Donc il y a ça donne quand même une force, je pense, à un duo, quoi, quand tu sais qu'il y en a un qui peut assurer tout seul, si toi tu peux pas être là, enfin, tu vois? Et puis il y avait vraiment un espèce de ping-pong assez cool, quoi. C'est-à-dire que des fois, on faisait même des affiches ou même, enfin, même pas des fois, c'était souvent, quoi. C'était un qui va commencer, qui va faire une partie du dessin, l'autre qui va continuer, tu vois? C'était des espèces de cadavres, exquis, quoi, qui se faisaient entre nous. Et du coup, après, bon, au niveau des spots, c'était, on se baladait, quoi. On se baladait, voilà, quand on montait à Paris, on se faisait une journée de balade où on essayait de repérer un petit peu, puis après c'était un peu au feeling, quoi. On prenait notre caddie de course, on blindait d'affiches, de colle et on se baladait et on collait là où les murs nous appelaient un petit peu, quoi. Là où vous sentiez que c'était le bon endroit, quoi, Ouais, voilà, pour mettre une voilà, affiche? c'est ça. Super, super. Du coup, est-ce que tu peux aussi, nous parler un peu de tes, influences? Est-ce qu'il y a un ou des artistes qui t'ont influencé, que ce soit maintenant ou même par le passé? Ouais, alors par le passé, bah, moi c'était beaucoup, il y a eu beaucoup d'artistes, graffiteurs, enfin le graffiti en général, quoi. Donc moi je me souviens que j'achetais tout le temps des magazines de graffiti, dès que je pouvais en voir quelque part, voilà, j'essayais de m'inspirer de ces trucs-là. Et après, bah, il y avait pas mal, d'illustrateurs, genre, Mike Perry, je sais pas si tu vois? Qui cartonnait pas mal à l'époque. J'avoue que je me renseigne plus trop sur ce qu'il fait maintenant. Donc c'était beaucoup beaucoup d'illustrations, quoi. Donc il y avait aussi Alex One à l'époque, que j'aimais beaucoup, qui aussi, voilà, venait du graffiti, faisait pas mal d'illustrations, un peu des choses un peu surréalistes comme ça. Bon, ils l'ont fait toujours, hein, d'ailleurs, mais ouais, ça c'est des artistes qui m'ont marqué à l'époque parce que c'était vraiment axé graffiti, quoi. Après aujourd'hui, dans ce que je peux faire, maintenant, c'est plus, tu vois, donc il y a toute l'école de New York, tu vois? L'expressionnisme abstrait, donc la période 50-60, tu vois? Des artistes comme Clifford Steele, de Kooning, Motherwell, enfin il y en a beaucoup, beaucoup. Mais ouais, cette période-là, en tout cas en peinture, c'est vraiment moi ce que j'aime, quoi, dans l'approche du support, de la matière, tu vois? Comment en fait, les voies qu'ils ont pu ouvrir.
par rapport à l'approche de la peinture, quoi. Et puis après, bon, il y a des artistes un peu plus récents, quoi, tu vois? Comme, Christopher Wool, Sterling Ruby, voilà, qui a une approche sur avec plein de matériaux. Il faut autant de la peinture que de la sculpture, Enfin moi, je suis vraiment attiré par les artistes qui ont une approche, vraiment particulière de la matière, comment ils vont aborder cette vibration de la matière, tu vois? Sur différents supports, tu vois? Il y a pas mal d'artistes comme ça, quoi, tu vois? Il y a Joe Bradley aussi qui est un artiste que j'apprécie beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il y en a énormément. Il y a beaucoup d'artistes, voilà que j'apprécie. Heu, il y en a un en particulier que j'aime beaucoup aussi, c'est, Simon Antaï. Lui, il a un travail autour du pliage, donc il pliait vraiment ses toiles et il essayait d'avoir vraiment un non-contrôle aussi sur sa peinture. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, quoi, la spontanéité, la façon de travailler, une composition, qui est pas forcément voulue, tu vois? Essayer de Enfin, je sais que moi, la façon dont je travaille maintenant, c'est vraiment un peu comme ça, quoi, de pas savoir où je vais, en fait, avant de commencer une peinture. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, de pas forcément travailler, tu vois, un croquis avant de me lancer, mais plutôt de faire et de voir où ça me mène, en fait. Ça, c'est ce qu'on remarque, je trouve, quand on regarde tes peintures ou ce que tu fais, c'est qu'il y a vraiment une part laissée à l'imprévu, à l'expérience. Comment est-ce que, tu laisses l'imprévu, en fait, agir dans ta pratique artistique? Est-ce que c'est pour toi, on va dire, un outil comme un autre, comme ça pourrait être, je sais pas moi, un pinceau ou Ouais. un couteau? Bah, déjà, j'ai toujours aimé le dessin spontané, quoi. Donc déjà avec notre projet à l'époque, avec Antonin, on faisait rarement de croquis aussi, hein. On se lançait tous tout le temps, un peu on se jetait dans le vide, quoi. On se lançait sur la feuille et on dessinait, de manière, assez fluide et assez, libre. Et je pense que ça m'est resté aussi dans ma pratique, actuelle. Mais ouais, c'est ça, en fait, moi, j'aime bien f peindre des grands formats et j'ai du mal à faire des croquis sur des petites feuilles, tu vois? Je trouve que enfin, je sais pas, je me sens un peu étriqué, un peu bloqué, tu vois? Sur le fait de devoir me dire: «OK, alors là, je vais mettre tel élément, là, je vais mettre tel élément» et après le refaire en grand, je trouve que ça va perdre, en fait, de son âme, quoi, tu vois? J'ai besoin, en fait, de me lancer et quitte à faire des erreurs, limite que ces erreurs, elles soient visibles sur le support, tu vois? Mais j'ai besoin de ça pour rendre un peu la peinture, plus vivante et que moi, en tout cas, elle me parle, en tout cas, tu vois? J'ai pas envie que ce soit un copier-coller d'un croquis que j'aurais fait et donc du coup, j'ai gardé ce truc-là dans la peinture donc notre projet avec Antonin, il s'est arrêté maintenant il y a presque 4 ans. Donc moi après j'ai continué à peindre, de mon côté et j'ai gardé vraiment ce truc-là, quoi. C'est-à-dire de me lancer sur un support sans savoir où je vais et c'est vraiment ça, en tout cas, moi, qui me plaît dans l'approche, de la peinture, dans la peinture de façon générale et donc il y a ça et il y a cet axe-là et il y a cet axe aussi de la matière. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des mois et des années, j'ai eu envie de plus de matière, de plus de rugosité, de plus d'aspérité, tu vois? Et donc j'ai commencé à développer aussi une série de plâtres sur toile. Donc je venais directement appliquer du plâtre sur une toile coton, brute, en fait, qui allait du coup absorber, le plâtre et le fixer sur la toile. Et donc ça correspondait très bien à ce que je voulais, en fait, parce que du coup, je démarrais avec ma toile, à plat, au sol et j'appliquais vraiment le plâtre de façon, spontanée, quoi. C'est-à-dire je réfléchissais pas de où j'allais le mettre, tu vois? De la quantité que j'allais mettre. C'était vraiment il y avait cette idée d'un geste ultra libre, quoi, tu vois? Et le fait de balancer comme ça juste de la matière sur la toile, je trouvais que c'était déjà une première étape qui, moi, me plaisait parce que ça posait des bases un peu aléatoires par rapport à ce qui allait se passer après avec la peinture. Donc il y avait cette première base de plâtre sur laquelle je venais appliquer la peinture et c'était du coup toutes ces aspérités, tous ces petits volumes, que le plâtre, amenait, de base qui allaient vraiment dicter là où j'allais aller et là où la matière allait, vibrer alors qu'il y avait des parties où il y avait pas du tout de plâtre. Du coup, j'aimais bien aussi cette, confrontation-là sur la toile et du coup, voilà, c'était vraiment un jeu en fait, de faire, ressortir en fait les défauts, ce qu'on pourrait appeler les défauts un peu, tu vois, de ce que le plâtre, apportait. Faire ressortir les saillies, les aspérités, tu vois? Pour des fois, je pouvais aussi ça me permettait de gratter la matière, de gratter le plâtre, d'aller, chercher des couches qui étaient, en dessous et du coup, ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment, quoi, tu vois? Quitte à des fois à aller trop loin dans une peinture,
et soit du coup de la mettre de côté pendant quelques temps et d'y revenir, soit de complètement, la détruire en fait. Donc c'est aussi un peu le jeu quand tu as une pratique, telle que celle-ci. Mais c'est aussi ça qui me plaît, quoi. C'est de se dire, «OK, je me lance, je sais pas quand je vais la finir, je peux autant je peux finir la peinture dans 2 heures, autant je peux la finir dans 2 mois», quoi, tu vois? Mais c'est il y a ce rapport aussi au temps, qui pour moi est assez important, quoi. C'est de se dire: «OK, bah, faut prendre le temps, quoi». De toute façon, la peinture, c'est un rythme humain, hein. Il faut voilà, faut y aller doucement, faut prendre son temps, tu vois? C'est bien parce que du coup, ça change un peu de tout ce qu'on a autour de nous, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tout doit aller, assez vite, on consomme, assez vite un peu tout et n'importe quoi, et la peinture, c'est vraiment quelque chose de voilà, il faut que ça ait un rythme humain, en fait. Donc ça, c'est cool. Parce que du coup, ça t'oblige à attendre peut-être, ou pas, suivant tes expériences, des temps de séchage ou suivant ce que tu as envie de faire? Il y a déjà un temps de séchage. Moi, chez moi, c'est pas très important parce que je travaille, à l'acrylique, donc j'ai besoin que ça sèche assez vite, en fait. Étant donné que j'aime bien travailler les surcouches, si je dois attendre à chaque fois 2 jours que ça sèche, ça marcherait pas. Mais, en tout cas, il y a un temps d'attente des fois, par rapport à une peinture, quoi. C'est-à-dire qu'il y a énormément de fois où tu finis une peinture et tu te poses la question, tu te dis: «Est-ce qu'elle est finie, en fait? Est-ce qu'elle est finie?» Tu vois? Genre une demi heure, tu vas l'aimer, une demi heure, tu vas plus être sûr, après tu vas la détester. Enfin, il y a un peu ce truc-là, quoi, tu vois? Tu changes d'avis un peu tout le temps, enfin, pour moi en tout cas. Pour moi, ma façon de voir mon travail, et du coup, c'est important des fois de laisser passer quelques jours, voire quelques semaines, tu vois? Et au bout d'un certain temps, tu vois, où tu auras laissé reposer tes yeux, où tu auras pas vu la peinture, tu vas pouvoir la juger un peu plus, correctement, et soit te dire: «OK, bon, ben, ouais, en fait, elle est finie. J'ai pas besoin de la toucher, en fait, c'est cool». Soit tu vas te dire: «OK, ben, en fait, non, il manque juste un élément», tu vas rajouter l'élément et là, OK, ça va matcher pour toi. Ou soit, voilà, tu te dis, «Non, non, ça va pas du tout». Ça va pas du tout, tu la recommences, quoi, tu vois? Mais voilà, ça m'arrive aussi souvent de retourner le tableau, enfin, tu vois? Il y a pas vraiment de règle, en fait. C'est vraiment, des fois, je peux commencer une peinture et la trouver cool, et en fait, je la retourne et je la trouve mieux, tu vois? Et je me suis dit: «OK, en fait, c'est bien, ça donne aussi des choses que j'aurais pas pu prévoir, à la base, que j'aurais pas forcément composé, à la base», et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ça, du coup, qui m'a permis de développer, enfin, c'est ce que le plâtre m'a permis, en fait, de développer aussi. Donc, d'apporter, vraiment cet attrait à la matière et à l'aspérité, en fait, et le fait de pouvoir, voilà, intervenir sur la toile en grattant, ça c'est en rajoutant du plâtre qui va encore, tu vois, rajouter, qui va modifier les couleurs, enfin, tu vois? Justement, du coup, d'où ça t'est venu cette idée de d'introduire justement du plâtre dans ta peinture, d'avoir, de vouloir un peu ce volume supplémentaire? Est-ce que c'était quelque chose que tu réfléchissais depuis un certain temps ou tu voulais expérimenter quelque chose à la base et tu t'es découvert vraiment quelque chose que tu aimais Ouais, trop? c'est des choses qui se font assez naturellement à chaque fois, en fait, hein. C'est vraiment en fait, j'ai eu une période où j'étais un peu bloqué dans ma peinture, et j'en avais un peu marre de peindre sur du plat, quoi. D'avoir, juste cette toile plate en face de moi. Je sais pas, j'y arrivais plus trop, tu vois? Et j'avais du plâtre qui traînait à l'atelier, et je me suis dit: «Mais en fait», et je me suis souvenu, en fait, d'une toile c'était Miro, je crois, au Grand Palais, que j'avais vu c'était des mois avant, hein, et il y avait une peinture où il y avait du plâtre, et ça m'est resté en tête, tu vois? Sans le vouloir, sans le savoir, et j'avais du plâtre qui traînait à l'atelier, et je me suis dit: «Mais vas-y», en fait, j'ai commencé à faire des petits formats avec, et je voyais que ça marchait, que le plâtre tenait, tu vois? Avec la peinture par-dessus. Donc effectivement, la peinture, elle est un peu plus fragile qu'une peinture, sur toile classique. Tu peux pas l'enlever du châssis, tu peux pas la rouler, tu peux pas, voilà, c'est un peu plus contraignant, mais en tout cas, moi, je voyais que ça marchait et que si on ça pouvait tenir dans le temps, en tout cas. Du coup, je me suis dit: «OK», ça m'a un peu libéré, tu vois? Du coup, ça m'a permis de me remettre en route et de repartir sur des nouvelles séries de peintures, et c'est vraiment parti de cette idée de plus avoir envie de peindre sur du plat, quoi. Tu vois? De vraiment, j'avais ce besoin de sentir sous mon pinceau du volume, quoi, de la rugosité, tu vois? De pouvoir faire apparaître des saillies, qu'il y ait plus de vibrations sur la toile, en fait, tu vois? Que quelque chose de juste plat, qui me satisfaisait plus, en tout cas à ce moment-là, quoi, à l'époque. Et donc c'est venu assez naturellement, en fait. C'est les choses, des fois, elles s'enchaînent, tu sais pas trop pourquoi.
C'est l'expérience, c'est l'expérimentation, c'est Ouais, c'est que ça quoi, c'est vraiment tu l'expérimentation testes. sur le moment, tu testes des trucs, tu vois que ça marche, tu continues et en fait, les choses se font assez naturellement quoi, tu vois? Et donc là, j'ai continué à bosser là-dessus et là, ces derniers temps, tu vois, par exemple, bon, j'ai un peu délaissé le plâtre et je me suis intéressé à la rouille, qui est une autre façon, une autre approche, de la matière, tu vois? Une autre façon d'appréhender la matière et de l'appliquer au support. Heu, mais là, je sors d'une résidence, enfin, elle est pas encore finie, elle se finit à la fin du mois, heu, à la Villa Belleville, à Paris. Donc il y a c'est des résidences, artistiques à Paris, qui sont de 3 à 6 mois. Donc nous, on a eu la chance un peu avec la situation sanitaire d'avoir des mois en plus. On a eu 9 mois en tout, mais c'est assez génial en tout cas, enfin, s'il y a des gens à Paris, essayez d'avoir ces résidences, c'est sur dossier. Heu, Ils vous mettent à disposition un atelier, c'est pas très cher et surtout tu peux avoir accès à des ateliers céramiques, tu peux faire de la résine, tu peux faire de la découpe bois, de la sérigraphie, enfin, c'est un peu le paradis quoi, pour expérimenter, pour développer un projet, artistique. Et du coup, moi, c'est cool, j'ai eu un bel espace pour travailler, donc ça m'a permis encore d'élargir mon spectre et les voies que je pouvais prendre par rapport à ma pratique. Et durant cette résidence, en fait, tu vois, encore une fois, tu vois, un peu par hasard et en fait, sur mon chemin, dans l'allée de l'atelier, il y avait des plaques rouillées. Moi, c'est quelque chose que je trouve déjà beau en soi, en fait, tu vois? La rouille, c'est quelque chose que je trouve, assez esthétique et je sais pas, je trouve que, tu vois, l'effet du temps comme ça sur un support, le fait qu'il y ait des nuances, que ça compose un peu la surface, je trouve ça vraiment super beau. Et du coup, en fait, je me suis dit: «OK, mais est-ce qu'il y a pas moyen de faire quelque chose avec cette rouille, Comment est-ce que peut-être que je peux teinter ma toile directement avec la rouille?» Et du coup, j'ai commencé à me renseigner sur savoir, comment est-ce que déjà si c'était possible et oui, ça l'est du coup. Donc j'ai commencé à expérimenter et à teinter la rouille en fait, donc je prenais ces grandes plaques rouillées que je voyais depuis le début de ma résidence. Je les mettais au sol et je venais frotter directement ma toile, du coup entoilée sur mon châssis, sur la plaque et avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau que je venais imbiber la toile de ce mélange. Ça venait, absorber la rouille de la plaque, ça venait teinter la toile et donc c'est une autre approche, donc il y a ce côté un peu, tu vois, donc toujours c'est une matière externe que je viens mettre sur la toile et il y a ce côté aussi, tu vois, de un peu ce rapport un peu physique aussi, au support, c'est-à-dire de se mettre au sol, donc comme je pouvais le faire avec le plâtre en fait, me mettre au sol, l'appliquer à la spatule, tu vois? Avoir ce geste, un peu primaire à la base. Bah, là, c'est vraiment frotter frotter la toile sur la plaque pour, réussir à la teinter et absorber un peu la matière, donc cette rouille, venir l'absorber de la plaque et j'étais assez satisfait du rendu et du coup, j'ai développé ça en mélangeant ça avec de la peinture, tu vois? En rehaussant un peu, en obtenant d'autres teintes. Mais du coup, voilà, c'est vraiment, j'ai un peu cette lubie pour la matière, quoi. Ça se voit, ça se ressent dans ton travail, hein, et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour le coup là, enfin, tu me dis si je me trompe, mais on a le sentiment que, la toile du coup qui à la base est un support, tu le transformes en outil dans cette pratique-là. Ouais, c'est vrai, bah, un petit peu, bah, surtout avec la rouille encore plus, je trouve. Pour le plâtre évidemment, non, si tu appliques le plâtre sur la toile, mais ce support qui va du coup, rester un support, le temps de l'expérimentation, le temps de la recherche ou de simplement de créer quelque chose, ce support qu'on utilise plus ou moins tous ou qu'on utilise, tu le transformes en outil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un peu ce rapport-là, quoi. C'est le fait de venir frotter, en fait, directement, la toile sur la plaque. Parce que la plaque, au final, ça devient un peu ma palette, quoi, ma palette de base. Et du coup, je viens vraiment, oui, c'est vrai, frotter directement le support sur la palette. Donc, il y a ce rapport un peu particulier et c'est vrai que, du coup, la toile devient presque plus outil, quoi. Et il y a aussi ce fait, tu vois, de quand tu frottes, tu sais pas, quelle teinte de la rouille va aller où, enfin, tu vois? Et aussi, il y a ce truc de, OK, tu retournes ta toile, elle est teintée, tu peux mettre de la peinture. Ensuite, tu retournes ta toile, tu refrottes, ça va encore tout chambouler sur ta compo. Ça va venir, tu vois, créer de nouvelles choses, inattendues, donc des choses soit qui vont te satisfaire, soit pas du tout. Mais en tout cas, tu vois, c'est vraiment ce truc-là, quoi. C'est le fait d'avoir en plus cette toile à l'opposé de ta vision, qu'elle frotte et du coup de la retourner, de découvrir un peu ce que ça va donner. Moi, c'est ça vraiment que j'aime dans cette pratique, quoi. C'est essayer de se surprendre un peu aussi, soi-même. Ouais, super et du coup, tu as
tu as une grande place donc à l'imprévu, hein et Ouais, au laisser aller, ou même au faire en sorte que les choses, on va dire, apparaissent d'elles-mêmes ou que ça paraisse à tes yeux. c'est ça, ouais. J'atténue de plus en plus, ce coup de pinceau, en fait, tu vois? Ce truc où tu vas vraiment, toi, diriger d'un point A à un point B, un trait, tu vois, une ligne. En tout cas, peut-être que j'y reviendrai, tu vois? Mais en tout cas, là, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus peut-être plus brut, en fait, au final. Et de moins, voilà, de moins en moins, réfléchi, en fait. Un peu, tu vois, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure avec Simon Taille, quoi, qui va plier comme ça ses toiles de façon, ultra aléatoire, prendre la toile et la déplier. En fait, c'est un peu le même principe, quoi. C'est que tu vois en fait, tu vois même pas ce que tu fais, quoi. Et je trouve ça je trouve ça hyper fort, en fait. Enfin, en parlant de Simon Taille, hein, pas de moi, évidemment, mais dans cette pratique-là et dans cette façon de enfin, ce rapport avec le support, en tout cas. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir, se laisser surprendre Ouais. et de voir ce qui en est et de justement cette surprise, comment tu l'analyses et comment tu l'utilises, et à quel moment finalement tu sais que, bah, là, la toile, l'œuvre, elle est terminée, tu vas plus y toucher, tu vas la laisser comme ça. Je sais pas, c'est vraiment, c'est assez, naturel en fait. Tu te poses pas trop la question. Enfin, quand tu vois le résultat et que tu te dis que c'est fini, ben, c'est assez évident en fait, tu vois? Mais c'est un peu inexplicable en fait. C'est vraiment un feeling assez particulier et puis c'est vraiment avec toi et toi-même quoi. Donc tu vois? Autant, des fois, il y a des choses que je peux trouver bien et quand je demande des avis, il y a des gens qui vont me dire, des avis opposés, mais en tout cas, quand toi tu sais que ta composition est finie, c'est évident. Tu vois? Il y a rien d'autre à rajouter, rien d'autre à enlever. Mais c'est particulier quoi. Il y a pas vraiment un processus, écrit. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment un ressenti, quoi. Une émotion, un ressenti où tu te dis: «Là, OK, je c'est là, en fait, que je devais aller, quoi». Tu vois? OK, OK, j'ai compris que ça, c'est ce que j'avais en tête, même si, du coup, il y a pas de croquis préparatoire. C'est quand même quelque chose que j'avais en tête et c'est OK, c'est là que je devais aller et je peux passer à autre chose, en fait, tu vois? OK, c'est cette toile, elle est finie, cette étape, elle est finie. Je peux faire reset et repartir sur autre chose, quoi. Mais ouais, c'est un peu inexplicable, en fait, hein. Mais je pense que c'est comme ça pour beaucoup de choses, beaucoup d'artistes, hein, mais ouais, c'est juste, une sensation, quoi, qui est vraiment en toi. Ouais, c'est ton regard qui tu dis: «Ah bah là, je savais pas où je voulais aller, mais là où le chemin m'a conduit». En fait, c'est la toile qui va te donner la réponse, quoi, de où tu voulais aller, quoi. C'est elle qui va te dire: «Bon, bah, voilà, là, c'est OK». Tu vas te dire: «Ah d'accord, OK, c'est bon, ouais, effectivement, c'est là que je voulais aller». C'est ça, c'est le fait de pratiquer et après quand, à un moment donné, tu te dis: «Ben, voilà, je j'ai pris un chemin, j'ai Ouais. marché, sur ce chemin pendant, longtemps, peut-être pendant pas longtemps aussi. Je suis arrivé à un endroit, à une sorte de point de vue, Mmh. un peu comme, Exactement, si on compare un peu, presque à une balade, exactement, ouais, c'est en ça. forêt ou en montagne, et tu arrives à un Ouais, moment c'est donné, tu vois ça. un panorama, tu as envie de rester là, tu as envie que rien Ouais, c'est ça. ne bouge, tu te dis: «C'est parfait, c'est exactement ce que je voulais voir». Exact, ouais. Après un chemin plus ou moins, sinueux, quoi, comme on pouvait le dire tout à l'heure. Mais ouais, ouais, c'est ça, c'est exactement ça, quoi. C'est ça qui est beau dans le fait de créer aussi, c'est qu'il y en a certains qui aiment bien avoir un point de départ et un point d'arrivée. Dans ta pratique, tu as un point de départ et l'arrivée, il se fera quand ce sera, quoi. C'est ça. À à la résidence, à la Villa Belleville, est-ce que tu as travaillé du coup avec, d'autres artistes et est-ce qu'ils ont influencé dans ta manière de travailler? Alors, bah, pas vraiment en fait, ça a été un peu particulier en fait parce qu'on devait tous, commencer la villa le jour, du confinement, du premier confinement, mais vraiment le jour même quoi. On devait tous, donc tout a été fermé évidemment, donc on était tous bloqués. Heureusement, ils nous ont décalé du coup, les dates et on a pu emménager juste après le confinement, mais c'était un peu particulier, tu vois? On devait pas manger ensemble, on devait un peu rester dans nos ateliers, on devait pas trop enfin c'était un peu bizarre. Tu vois? Puis du coup, en plus, la Villa Belleville fait partie enfin, ils deal avec la ville de Paris, donc ils ont des conditions sanitaires assez strictes. Donc en fait, ça a été un peu particulier. On était un peu chacun dans nos ateliers, et en plus après l'été est arrivé très vite, tout le monde avait envie aussi de partir un peu, je crois. Ça a été très vite la rentrée après et c'est un peu là qu'on s'est plus tous rencontrés, mais tu vois, il y a eu quand même quelques mois où c'était, mais c'est normal quoi, il y a eu un peu de flottement entre tout le monde. Je pense que tout le monde avait besoin aussi de se retrouver dans son atelier, puis après de prendre l'air, de partir. Donc moi en fait, dans ma pratique, je dirais pas qu'il y a des gens qui m'ont influencé
ou que ça m'a enfin ça apporte toujours, hein, dans tous les cas de rencontrer quelqu'un et de parler de sa pratique. Mais en tout cas, j'ai rencontré des artistes, qui avaient des pratiques, assez intéressantes et je trouve que la sélection d'artistes était assez chouette parce qu'on avait tous des pratiques très différentes, mais qui pouvaient se rejoindre, ben, justement sur cette idée de matière et d'approche de celle-ci, tu vois? Et du coup, non, bah, dans tous les cas, c'est toujours intéressant, hein, de participer à des résidences et de pouvoir, être comme ça au milieu d'une espèce d'énergie, même si là, elle était un peu bizarre au début, qu'elle a mis du temps à démarrer. Tu vois? Même pour, faire parce qu'en fait, à la fin de la résidence, c'est toujours une exposition collective. On a dû la décaler 4 fois, enfin, tu vois? Tout le monde était un peu fatigué au bout d'un moment, enfin, tu vois? C'est en fait, la résidence, elle a duré plus longtemps, mais limite, l'énergie était plus la même parce que du coup, tu avais plus cette spontanéité qu'il y a, tu vois? Les organisateurs, enfin l'asso, ils étaient un peu, ils savaient jamais, tu vois, quand est-ce qu'on allait pouvoir faire les choses. Enfin, c'était une résidence super, mais un peu particulière, de ce point de vue-là. Parce que du coup, il y avait un peu toutes ces contraintes-là. Mais en tout cas, moi en tout cas, tu vois, ça m'a apporté, ça m'a ouvert sur ce truc de rouille que j'ai pu, explorer. Tu vois, je l'aurais jamais fait si j'avais pas fait cette résidence, si j'avais pas enfin, j'aurais peut-être fait, mais bien plus tard ou d'une façon différente. Mais là, j'ai vraiment pu explorer ça, comme je le voulais et du coup, ça m'a permis de poser les bases et j'espère pouvoir développer ça plus tard. Enfin, de continuer à développer ça dans mes prochains travaux et donc voilà quoi. Puis, tu as un cadre de travail dans tous les cas qui est tellement idéal que tu arrives là-bas, tu peux te focus vraiment sur ton travail et ça c'est top quoi. Ouais, super. Est-ce que dans les années à venir ou dans les mois, peut-être tu te projettes dans le fait de sortir de la pratique avec, de la peinture ou de la toile? Est-ce que tu penses te diriger peut-être vers de la sculpture ou explorer d'autres choses? Ouais, bah, alors je fais déjà un petit peu D'accord. de volume, très peu, mais j'ai déjà fait quelques sculptures en fait, ben, du coup, à base de plâtre. Donc ça c'était un peu en fait dans la continuité de ces toiles que je faisais. C'était un peu une espèce d'excroissance des toiles en fait, que je venais faire. C'était des sculptures à base de tu sais, avec du grillage. Je formais la sculpture avec le grillage, donc il y avait cet aspect aussi, où je partais pas de croquis. Je découpais du grillage et j'assemblais des bouts de grillage et en fait, c'était un peu le même processus que la peinture, mais appliqué du coup, au volume, et à la sculpture du coup, je venais comme ça former un peu, de façon spontanée des volumes sur lesquels je venais appliquer des bandes plâtrées, puis du plâtre et ça me permettait vraiment de faire ce lien en fait entre peinture et sculpture. Mais j'ai pas développé ça énormément. J'ai montré quelques sculptures, 1 ou 2 fois, tu vois? Mais c'est quelque chose que j'ai envie de développer ça dans le futur. Je sais en tout cas que ça me plaît, que ça fait un bon ping-pong comme ça, un bon rapport avec la peinture. Que ce soit la peinture, plâtre ou la peinture rouille, hein, parce qu'au final, il y a vraiment cette idée de vibration d'aspérité en fait qui ressort. Donc ouais, j'ai commencé un petit peu, j'ai développé un petit peu ça à la Villa Belleville, mais pas tant parce que du coup, au final, je me suis plus penché sur la peinture et sur la rouille. Mais ouais, ouais, dans l'idée, moi, je suis assez intéressé. En fait, j'aime beaucoup les expositions, où la peinture est liée à de l'installation ou à de la sculpture. J'aime vraiment beaucoup ces artistes qui arrivent à faire un peu les 2 et qui arrivent à faire, communiquer comme ça, tu vois, du volume avec de la peinture et je trouve que ça apporte vraiment à la peinture et ça apporte aussi à la sculpture. Donc j'aimerais bien m'orienter là-dessus, tu vois? Essayer de faire un peu des 2 mais tout en étant bien sûr toujours le plus concentré possible sur la peinture. Mais en tout cas, si j'ai des expositions, pourquoi pas montrer un peu de volume pour alimenter un peu tout ça? Est-ce que tu as de l'appréhension ou est-ce que tu as eu de l'appréhension à montrer ton travail? Ou c'est quelque chose peut-être que, ça te pose aucun problème? Ben, pas vraiment en fait. C'est vrai que, bah, tu vois, on a commencé avec Antonin en montrant c'est nous qui allions montrer notre travail, tu vois? Donc on se disait: «Bon, bah, vous avez pas chaud, vous allez voir notre travail». Donc de base, non, pas vraiment, quoi. J'ai jamais eu peur de montrer mon travail parce que, je sais pas, j'ai quand même eu confiance en ce que je faisais, tu vois? Et ce que je montrais. Du coup, non, avoir peur, c'est peut-être un terme un peu fort. Après des fois, ouais, évidemment, tu es toujours un peu stressé quand tu as une expo, que tu as bossé sur des toiles, c'est un peu voilà, c'est un peu se mettre à poil, hein, quand tu as plein de gens qui viennent voir, tu vois? C'est toujours un peu stressant, puis tu te dis: «Bon, comment ça va être reçu?» machin, mais après, tant que toi, tu es satisfait de ton travail, en fait, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important, quoi. Je pense qu'il faut pas avoir peur de montrer, de toute façon. De toute façon, après, tu as toujours des gens qui vont qui vont ne pas aimer ton travail, tu auras toujours des retours négatifs, mais
tant que toi, tu sais que tu es aligné avec toi-même et que tu as fait ce que tu voulais faire et que tu as fait ce que tu voulais montrer, que tu sais défendre, plus ou moins ce que tu as fait, ce que tu as voulu faire. Je pense que c'est OK, mais c'est sûr que la première fois que tu vas exposer, ça va pas forcément être évident, quoi. C'est un peu stressant, hein, de voir des gens venir, juger un peu ton travail, enfin, tu vois? Après moi, je sais que j'aime pas trop, tu vois? Genre, il y avait des portes ouvertes à la Villa Belleville, par exemple. Ouvrir mon atelier, que les gens se baladent, ça, c'est un peu stressant, quoi, parce que tu te dis: «OK, ils rentrent un peu, tu vois, chez moi, quoi», tu vois? C'est encore autre chose que de montrer des trucs en galerie et du coup, tu as des gens qui viennent et qui regardent même pas ce que tu fais et qui repartent, enfin, tu vois? Du coup, il faut juste avoir du recul là-dessus et se dire: «Bah, ouais, mon travail, c'est normal, il intéresse une certaine partie des personnes qui vont venir, et c'est comme ça, tu vois? Mais oui, c'est vrai que c'est toujours assez particulier, quoi. Te dire: «OK, bah, là, tu livres ton travail à tout le monde». Même si de toute façon, maintenant, avec Instagram, en fait, tu peux livrer ton travail de façon ultra, «sécure», quoi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a plus vraiment à avoir cette peur de montrer son travail. Je pense que c'est normal de se dire: «OK, là, je suis peut-être pas prêt, j'aime pas vraiment ce que j'ai fait, j'ai pas envie de le montrer». Donc là, tu as peur, tu as pas envie de le montrer. Mais si c'est des choses, voilà, dont toi tu es content un minimum, il y a pas de souci. C'est vrai qu'on vit dans un monde maintenant où on montre un peu, notre vie, enfin, il y en a beaucoup qui font des lives ou qui montrent, Ouais, c'est qui ça, font des quoi. vlogs, ce genre de choses et il y en a qui montrent, leur quotidien et finalement, en fait, pour un artiste, montrer une toile, c'est aussi montrer son pas forcément son quotidien parce que, c'est pas forcément tout le processus, qui va être montré, mais ça fait partie de notre société et du coup, c'est vrai que quand on commence peut-être une pratique artistique, quelle qu'elle soit, peut-être on a une appréhension à montrer ce qu'on a fait, parce que justement il y a Oui, peut-être l'appréhension du jugement ou peut-être que les gens vont pas aimer, mais comme tu le disais, si on si nous-mêmes déjà on est satisfait de ce qu'on a ouais, c'est fait ça, et en fait. qu'on réussit à le défendre, ça devrait bien se passer, quoi. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Bah, après, c'est normal qu'au début, tu vois, si tu es un jeune artiste et qu'on te propose une petite expo, que tu dois préparer, 5 peintures, c'est normal, hein, de nous aussi au début, voilà. Puis même moi, tu vois, quand j'étais tout seul, à peindre, du coup, la première fois que j'ai dû, montrer mon travail, bon, bah, c'est normal, tu vois, tu as une petite appréhension, mais bon. Après, tu te dis, si on est venu te chercher pour montrer ton travail, c'est que ton travail, en vaut la peine, donc faut y aller, quoi. Mais c'est sûr que voilà, ça peut être plus ou moins stressant selon les tempéraments, c'est normal. Alors c'est quoi ta définition d'un artiste? La définition d'un Question artiste, compliquée, hein. ouais. Moi je dirais qu'un artiste, c'est quelqu'un de libre, en fait. Faut que ce soit quelqu'un qui se sente libre, de faire ce qu'il a envie et et ouais, c'est ça, en fait. Moi, c'est vraiment cet aspect de liberté, quoi. De se dire: «OK, ben, j'ai envie de partir dans cette voie, j'y vais», tu vois? J'essaye, j'expérimente et si j'ai envie de partir dans autre chose, je le ferai aussi. Mais en tout cas, ouais, pour moi, un artiste, c'est quelqu'un de libre et qui se fait plaisir dans ce qu'il fait et qui se ment pas à soi-même et qui voilà et qui fait les choses, de façon, naturelle et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est une question un peu compliquée, mais moi, en tout cas, ce que je retiens, en tout cas, c'est vraiment cette notion de liberté, quoi. Mais c'est bien comme manière Ouais, de c'est compliqué, hein, c'est ah compliqué mais comme je question, mais j'ai mais fait ouais. exprès de poser une question, compliqué parce qu'après, c'est aussi le but du podcast, c'est un artiste, souvent on a aussi beaucoup d'a priori ou bien d'idées Ouais, préconçues, même peut-être dans voilà, beaucoup de clichés parfois, qui peuvent encore même si je pense que de nos jours, il y en a quand même, moins parce que je pense qu'on est plus, éduqués. Peut-être qu'il y a une certaine époque et notamment, l'émergence, bah, voilà, des réseaux, de pouvoir faire connaître son travail un peu plus facilement, montrer aux autres. Alors que peut-être qu'à une époque où, ben, un artiste, je sais pas moi, qui est au Japon, ben, il pouvait être connu que, pour l'instant, à moins qu'il devienne vraiment ouais, très ouais, c'est connu sûr. à l'international. Mais les C'est artistes, sûr, par c'est exemple, au sûr, ouais. Japon ou au Brésil, on les connaissait pas. Maintenant avec, Ouais, les ouais, c'est réseaux, ça. on peut vraiment avoir, une connaissance un peu plus globale des artistes et du coup, c'est vrai que les clichés ont tendance à s'enlever. Mais des fois, quand on veut peut-être se lancer dans une pratique et voilà, se dire que voilà, ta définition, elle va c'est là où elle est intéressante, c'est de se dire que c'est voilà, être un artiste, c'est aussi quelqu'un de libre et donc du coup, je peux expérimenter, je peux faire des choses. Ouais, voilà, vraiment être libre dans sa pratique, en fait et pas essayer de pas se mouler à quelque chose, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, tu vois, avec Instagram,
comme tu dis, tu vois, tout le monde peut montrer aussi son travail, donc faut aussi essayer de pas se noyer là-dedans, quoi. Ça peut être assez toxique aussi, hein, voilà, d'avoir trop d'informations, trop d'artistes, trop de choses, trop de galeries, donc faut aussi savoir un peu faire le tri, mais en tout cas, il faut essayer de voilà, de pas trop, faire attention non plus au réseau et faire les choses qu'on aime, se sentir libre dans ce qu'on fait et voilà, je pense que c'est le plus important. Si tu pouvais collaborer avec un artiste qui est aujourd'hui décédé pour pouvoir réaliser une œuvre, tu voudrais, collaborer avec qui? Heu, avec qui j'aimerais collaborer? Bah, je pense que ça moi, j'aimerais beaucoup, en tout cas, rien que de pouvoir échanger, tu vois, avec, des artistes comme Simon Ontai, comme, même, tu vois, j'aime beaucoup le travail de Franz West, par rapport à son travail sculptural, tu vois? Ouais, des artistes comme ça, quoi. Mais ouais, je dirais Simon Ontai. Ça serait chouette, quoi, dans sa façon d'aborder le support et d'aborder sa pratique. Je trouve que ça pourrait, pourquoi pas, donner quelque chose de intéressant. Merci. Est-ce que tu as, un conseil ou des tips à donner à quelqu'un qui hésite à se lancer dans une pratique artistique ou à avoir, peut-être même une carrière artistique? Ben, de pas avoir peur, quoi, et de juste, ben, comme ce que je pouvais dire, tout à l'heure, quoi, de vraiment se sentir, bien dans sa pratique. Il faut que ce soit dans tous les cas quelque chose, dans tous les cas, il faut que ce soit quelque chose que tu aimes faire et en fait, il y a pas de raison, en fait. C'est ça le truc, c'est que si c'est quelque chose que tu aimes faire et que tu ferais même sans avoir, forcément une carrière ou tu vois? Ou avoir un peu de reconnaissance, enfin, il y a pas de raison que ça prenne pas, un jour ou l'autre, dans tous les cas. Et puis, maintenant avec Instagram, voilà, tu peux montrer ton travail, tu peux, te construire comme ça un petit réseau, et voilà, moi, c'est ce que je conseillerais, c'est de pratiquer et de se faire plaisir et de se faire ce qu'on aime, et il y a pas de raison que le reste, ne suive pas. Mais ouais, ouais, c'est vraiment ça, et que les choses se fassent le plus naturellement possible aussi, quoi, tu vois? De pas trop non plus vouloir, tu vois, aller chercher, de la fame ou du like ou peu importe, mais juste, voilà, faire ce qu'on aime, en fait. Juste, s'écouter, et et les choses se feront normalement, naturellement, enfin, je pense. Je pense que ça doit se faire comme ça, si ça se fait. Mais après voilà, hein, si c'est des jeunes artistes, voilà, qui sortent, d'écoles d'art, il faut aussi tenter, bah, tu vois, des résidences artistiques, des concours. Je sais qu'il y a il y a pas mal de concours maintenant en ligne, des choses à laquelle on peut postuler, des choses comme ça. Ça, c'est toujours des expériences à prendre et de pouvoir faire évoluer son travail, et puis voilà, surtout aussi s'intéresser aussi beaucoup au travail des autres, s'en nourrir, voilà. C'est hyper important aussi. Et du coup, bah, dernière question, ou alors c'est plus, est-ce que tu as un artiste à nous faire découvrir, quelqu'un que tu as peut-être découvert il y a pas longtemps et que tu dis: «Celui-là, il mériterait d'être connu», ou alors peut-être même qu'il est déjà connu, mais tu voudrais en parler? Alors attends, qui est-ce que j'ai découvert il y a pas si longtemps? Voilà, un artiste que moi j'ai découvert un peu sur le tard, c'est, Rudolf Polanski. C'est un artiste qui bosse, bah, du coup, il a aussi ce rapport avec la matière qui, moi, m'intéresse, vraiment beaucoup. Il travaille, en fait, avec plein de matériaux, quoi, que ce soit de l'aluminium, de la ferraille, du métal. Il va venir comme ça composer, en fait, des espèces de grandes, «peintures» entre guillemets, parce que du coup, il y a même pas de peinture, en fait. C'est vraiment juste des matériaux, qu'il va composer ensemble, et il va jouer comme ça sur leurs aspérités, sur les effets des fois de transparence, et il va faire comme ça des espèces de grandes compositions, tu vois? Avec des choses, tu vois? Des fois, on voit encore ses traces de doigts, on voit des espèces de de grosses taches de colle, enfin, tu vois? Et en fait, là, j'ai vu une exposition à lui, en fait, j'ai découvert son travail que j'ai beaucoup aimé, et là, il expose en ce moment à Paris, chez Gagosian, et j'ai été voir son expo et c'est magnifique, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment ce qui me parle, en tout cas, et en plus de ça, il a une pratique, du coup, de la sculpture, heu et donc dans l'expo, tu peux voir, du coup, les «peintures», toujours entre guillemets, et les sculptures qui vont se répondre, et c'est juste, hyper beau, quoi. Donc voilà, un artiste que je conseille, qui est quand même assez connu, hein. Il est assez connu, mais que moi, j'ai découvert un peu tard, et dont je trouve le travail vraiment, vraiment super intéressant et super beau. Donc voilà, Rudolf Polanski. Merci à Clément Mancini d'avoir partagé sa manière de faire de l'art.
Tu peux retrouver son travail sur Instagram @clément.mancini ou sur son site internet clémentmancini.fr. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. Si tu veux soutenir Gérard, n'hésite pas à mettre une note à l'épisode, à le commenter et à le partager autour de toi et sur les réseaux. Pour ne rien rater de l'actualité de Gérard, n'hésite pas à nous suivre sur Facebook et Instagram et aussi sur le site internet gérardpodcast.wordpress.com. Tu peux aussi nous soutenir en visitant la boutique Gérard Podcast sur Spreadshirt. C'était Sébastien de Gérard et je te donne rendez-vous tous les derniers dimanches de chaque mois pour un nouvel épisode. Bisous bisous.